Et je vais demander à M. Alain Veil maintenant de bien vouloir nous rejoindre, ainsi que Jean-François Copé, qui va intervenir juste après. Le président de l'Express, les médias, Monsieur le Président, sont-ils des victimes de la société ou sont-ils des agresseurs de la société, les déstabilateurs? On voit bien toutes ces tensions, on voit ces émissions avec de la violence tous les jours, et on voit ces critiques, tout ça. Et puis on voit des journaux sages, responsables, l'Express par exemple, au hasard. Donc tout ça, faites-nous un peu le point, comment un patron de presse important comme vous, créateur de médias, comment vous sentez les choses dans cette démocratie à laquelle vous êtes attaché. You have the floor. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre Raffarin, Monsieur le ministre, cher Jean-François, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce colloque organisé par la Fondation Perspective et Innovation et dont l'Express, que j'ai l'honneur de présider, est partenaire. J'ai consacré ma vie professionnelle aux médias, je continue à le faire. J'ai été directeur général de la radio Énergie aux côtés de son fondateur, Jean-Paul Baudecroux. J'ai repris et développé RMC. J'ai fondé BFM TV, RMC Découverte, RMC Story, BFM TV, qui était encore il y a quelques semaines la première chaîne d'information continue en France. Et aujourd'hui, je dirige et je possède le journal L'Express, ce grand hebdomadaire fondé en 1953 par Jean-Jacques Servan-Schreiber et par François Giroud. Je voudrais rappeler une chose simple, mais essentielle, et je crois que nous partageons tous. Pluralisme et presse libre sont indissociables de la liberté et de la démocratie. Tant que la presse est vraiment libre, on est encore dans une démocratie. Et il est facile de le vérifier. Regardons du côté de la Russie, regardons du côté de la Chine, de pays autoritaires. Là où la presse est contrôlée, il n'y a plus de débat libre. Et là où il n'y a plus de débat libre, il n'y a plus de démocratie. À travers toutes mes expériences, une conviction s'est imposée à moi, et je crois à vous aussi, mais il est important de le rappeler, le pluralisme de l'information est un pilier de la démocratie. C'est ce fil rouge que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Depuis toujours, les médias traditionnels dans les démocraties, la presse, la radio, la télévision, sont au cœur de nos libertés. Leur rôle est simple et fondamental, informer et permettre le débat. Mais il faut rappeler qu'avant l'arrivée des chaînes d'information en continu, la télévision française entretenait une relation particulière avec le pouvoir jusqu'en 1974. Il y a eu l'échéance de 81. Même après la privatisation de TF1, les grandes chaînes gardaient une proximité prudente avec les gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est dans ce contexte qu'ont émergé les chaînes d'information, dont BFM TV, une chaîne libre parmi d'autres chaînes d'information indépendantes, qui a voulu rompre avec cette habitude, une chaîne qui place au centre non pas le confort des gouvernants, mais le droit des citoyens à une information immédiate, pluraliste et contradictoire. L'Express, de son côté, incarne aussi cette mission. Fondé en 1953, le journal jouait un rôle majeur dans plusieurs moments clés, la guerre d'Algérie, la loi sur l'avortement de Simone Veil et dans d'autres débats de société. Toujours progressiste, toujours moteur de la vie politique française. Ainsi, de Énergie à RMC, de BFM TV à l'Express, j'ai pu constater qu'une chose est vraie partout. Sans pluralisme des médias, il n'y a pas de démocratie vivante. Mais la révolution numérique a tout changé. Avec les réseaux sociaux, chacun peut devenir émetteur d'informations, chacun peut être un veilleur citoyen, un lanceur d'alerte, comme on le dit couramment aujourd'hui. C'est une force. Cela permet de mobiliser, de dénoncer, de faire émerger des causes qui n'auraient peut-être jamais trouvé leur place dans les médias traditionnels. Mais la médaille a un revers. La technologie est aussi une arme redoutable pour ceux qui veulent manipuler l'opinion. Fake news,
campagne coordonnée, désinformation algorithmique. Nous connaissons toutes ces dérives. L'exemple récent de la Roumanie est frappant. Lors de la présidentielle de 2024, un candidat quasiment inconnu, Călin Georgescu, a soudain obtenu plus de 23% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Quelques semaines plus tard, le Conseil constitutionnel a annulé l'élection. Pourquoi ? Parce que cette ascension avait été alimentée par une campagne massive sur les réseaux sociaux, par de la triche, TikTok en particulier, campagne financée par des réseaux étrangers, et notamment la Russie, utilisant des milliers de faux comptes, des influenceurs payés, des techniques inspirées du marketing commercial. Et le vice-président américain, quand il est venu à Munich, et il faut sans doute s'en inquiéter, a dénoncé l'annulation de l'élection présidentielle en disant que l'Europe était un mauvais exemple en termes d'évolution de la démocratie. Résultat, en Roumanie, une crise politique majeure, des manifestations dans tout le pays et finalement une nouvelle élection organisée dans le calme en mai 2025. Ce cas montre bien la puissance de la manipulation numérique et il pose une question centrale. Que devient la démocratie quand le vote peut être faussé par une campagne invisible et étrangère ? Et il est sans doute nécessaire aujourd'hui que les États s'organisent. Ils l'ont déjà fait au niveau des services secrets, au niveau de l'armée, mais sans doute les partis politiques doivent aussi s'organiser. Ils doivent avoir une expertise aujourd'hui dans la maîtrise des réseaux sociaux, pas simplement pour communiquer eux-mêmes, mais pour surveiller tout ce qui se dit autour de l'élection présidentielle et éviter les risques de manipulation. Vous savez qu'en France, en 2017, il y avait déjà eu des manipulations. La Russie avait été montrée du doigt par le président de la République lui-même. Et donc, il faut préparer les futures élections dans un contexte géopolitique compliqué en raison de la guerre en Ukraine, avec tous les moyens indispensables. Un autre terrain est particulièrement vulnérable, c'est celui des jeunes. Une majorité d'entre eux ne consomment plus les médias traditionnels et s'informent exclusivement via les réseaux sociaux. Cela les expose à une désinformation massive. Par exemple, une enquête a révélé que seuls 2 jeunes adultes sur 3 sont fermement convaincus que la Terre est ronde, quand la quasi-totalité de leurs aînés n'en doutent pas. Cela dit quelque chose de la porosité aux théories complotistes. Alors, j'ai fait un petit test tout à l'heure en écoutant le débat. J'ai demandé à ChatGPT si la Terre était ronde. Donc, il m'a bien confirmé qu'il y avait des débats, qu'il y avait une manipulation sur les réseaux sociaux, mais que la Terre était vraiment ronde et que les preuves ne manquaient pas. Donc, il faut se rassurer aussi sur ce que peut apporter l'intelligence artificielle. Un autre exemple en termes de manipulation, c'est la pandémie, le Covid-19. Nous avons vu la même mécanique. Les fausses informations anti-vaccins circulant en ligne ont nourri l'hésitation vaccinale, parfois jusqu'au refus, avec des conséquences très concrètes sur la santé publique. Quand une génération commence à douter que la Terre est ronde, c'est toute notre démocratie qui devient fragile. Tout cela rappelle une évidence. Sans médias fiables, sans pluralisme et sans vérification des faits, la jeunesse se retrouve livrée aux algorithmes et aux rumeurs. Nous savons que la Russie est un acteur majeur de ce type d'ingérence. Ils l'ont fait aux États-Unis lors de la première élection de Donald Trump, ils l'ont fait en France et il faut s'inquiéter des futures élections en Europe et des élections en France pour vérifier qu'il n'y aura pas de manipulation. La Chine, de son côté, contrôle ses propres plateformes, ses propres réseaux sociaux, et en particulier TikTok, qui a une influence très importante sur tous les jeunes du monde, et les algorithmes aujourd'hui ne sont pas contrôlés en Europe. Et ça soulève un certain nombre d'interrogations considérables sur notre souveraineté informationnelle. Alors, l'Europe essaie de répondre, et je reprendrai l'idée de Laurent Alexandre tout à l'heure, avec de la réglementation sans doute nécessaire, notamment le Digital Services Act, qui impose plus de transparence aux grandes plateformes. C'est un pas important, mais c'est vrai qu'il faut être lucide. La vraie réponse, c'est la souveraineté technologique, et c'est vrai que l'Europe souffre énormément de n'avoir aucun acteur de taille mondiale dans
la révolution digitale. Tous les acteurs sont aux États-Unis et maintenant ils sont aussi en Chine, vraisemblablement en Inde après-demain, on en parlait tout à l'heure, mais on ne voit rien venir en Europe et c'est vrai que c'est un vrai sujet d'inquiétude. Face à cela, les médias classiques ont toujours une responsabilité immense, en tout cas nous on en est convaincus à l'Express avec Éric Scholl, vérifier les faits, donner du contexte, dénoncer les manipulations, servir de repère dans un océan de rumeurs. Mais il faut aussi dire quelque chose. La presse traditionnelle est vraiment en danger parce que c'est très compliqué aujourd'hui pour les journaux de se réinventer. Le modèle économique est fragilisé. Tous les journaux du monde perdent de l'argent. Tous, à part quelques-uns. Je suis un peu caricatural en disant tous, mais il n'y en a que 3 aujourd'hui qui s'en sortent. Le New York Times, The Economist et le FT, qui sont 3 journaux qui, depuis 20 ans, ont eu comme priorité de devenir des journaux de taille mondiale grâce à la langue anglaise et de sortir de leur marché pour essayer de recruter des abonnés dans le reste du monde. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle notamment, des sites comme Perplexity vont jusqu'à reproduire et synthétiser le contenu de tous les journaux sans même l'autorisation des éditeurs. Et en même temps, il faudra bien que ces modèles assurent la pérennité des grandes marques d'information à travers le monde, sinon ils ne pourront plus voler d'informations chez les grandes marques d'information. Si nous laissons cette logique se développer sans garde-fou, le risque est réellement immense. Affaiblir encore davantage les médias qui produisent une information vérifiée et indépendante et donner toujours plus de place à une information sans origine claire, sans responsabilité, sans redevabilité. C'est précisément pour répondre à ces défis qu'à l'Express, nous allons lancer l'Express Europe. C'est précisément, notre idée est simple, sortir du marché français. Il y a 20 ans, l'Express avait 20 concurrents en France, les autres grandes marques de presse. Aujourd'hui, le nombre de concurrents est illimité. Donc, nous ne pourrons jamais, même avec le digital, retrouver le nombre d'abonnés que nous avions avant. Donc la seule solution, comme l'ont fait les 3 journaux anglo-saxons dont je parlais tout à l'heure, c'est de sortir de nos frontières. Notre idée est simple, sortir du marché traditionnel français pour étendre notre influence à l'ensemble de l'Europe et à toutes les langues de l'Union. Parce que grâce à l'intelligence artificielle, nous allons proposer un journal traduit en 24 langues, automatiquement, sans coût substantiel. Un journal destiné aux leaders d'opinion européens, comme nous nous adressons aujourd'hui aux leaders d'opinion français, les enseignants, les chercheurs, les entrepreneurs, les professions libérales, tout le monde public, les hommes politiques. L'Express Europe n'a pas vocation à être un journal militant au service de Bruxelles. Son rôle est autre, proposer le meilleur de l'Europe, mettre en lumière les meilleures expériences, les meilleures pratiques, les meilleures idées dans chaque pays et les partager au-delà des frontières. C'est une ambition qui nous guide, l'Express, le meilleur de l'Europe. De Énergie à RMC, de BFM TV à l'Express, j'ai toujours vu combien les médias étaient essentiels à la démocratie. Ils donnent aux citoyens les clés pour comprendre, ils garantissent que le débat puisse exister. Mais nous entrons dans une nouvelle ère, une ère où l'information peut être manipulée par des États, des entreprises ou des algorithmes. Et cette ère exige de nous vigilance et responsabilité. C'est pourquoi il faut renforcer nos garde-fous journalistiques, institutionnels, technologiques. Et c'est pourquoi, avec l'Express Europe, nous voulons bâtir un média européen, multilingue, indépendant, au service de la vérité et du pluralisme. Un média qui contribue, comme hier et comme demain, à faire vivre la démocratie. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Veil. Venez nous rejoindre ici. Merci de cet engagement, merci de cette annonce importante sur l'Express Europe et merci de notre partenariat qui est très important pour la Fondation, qui nous ouvre beaucoup d'horizons et nous en apprécions la qualité. Pour cela, nous vous exprimons notre gratitude.